Bonjour à tous, les plus distraits d'entre vous n'y ont jamais prêté attention. Et pourtant, nous sommes environnés de unes de presse ou d'informations qui nous présentent le monde sous une perspective pas tout à fait rationnelle. Dans ce monde-là, on consacre des articles entiers à 10% des victimes de mal-logement. On parle en titre des femmes principalement concernées par les accidents du travail, alors que le phénomène concerne surtout des hommes. Voire parfois, on nous explique carrément que les femmes sont les premières victimes des guerres, ou même du coronavirus. Ce monde merveilleux, c'est celui du gynovictimisme, ce que les anglo-saxons résument parfois dans la formule médiatique typique « Women most affected ». Par-delà le fait que les médias accordent une importance disproportionnée aux victimes féminines, je voudrais que vous repartiez de cette vidéo avec au moins une grande idée en tête. Le gynovictimisme n'est pas une conséquence du féminisme, même pas du féminisme contemporain, c'est plutôt une de ses causes. Tout groupe qui cherche à se perpétuer par le biais de la reproduction tend à être gynocentré. Et quand je dis gynocentré, alors j'avais écrit un article complet sur la question, mais pour donner une brève définition, ça veut dire qu'il considère les intérêts des femmes du groupe comme étant plus importants que ceux des hommes du groupe. On a des exemples historiques de contextes où l'approche du groupe n'est pas gynocentrée, mais ce sont des anecdotes à l'échelle de l'histoire humaine. Dès qu'un groupe veut durer dans le temps, il doit passer par la reproduction, donc par la sécurité des femmes du groupe, ce qui implique une part de gynocentrisme, fatalement. Et pour les âmes chagrines, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, je vous rapporte les faits tout simplement. Dans le cas d'un drame ou d'une crise, le gynocentrisme explique beaucoup mieux les choix qui sont faits par le groupe que le patriarcat ou même des théories vaguement inspirées de la lutte des classes. Le meilleur exemple à mon sens est le cas du Titanic. Un bateau s'apprête à couler, il n'y a pas assez de canaux pour sauver tout le monde. Qui doit-on sauver dans le groupe et qui doit-on laisser mourir? Je vais passer en revue quelques modèles disponibles et ensuite on comparera aux données réelles. Alors le premier modèle que je vais mettre sur le banc de test, c'est le modèle du patriarcat pur. C'est celui des féministes en fait. On considère que les hommes cherchent à sauver leur peau au détriment des femmes, qu'ils oppriment d'ailleurs en permanence au nom du tout-puissant patriarcat. Dans ce modèle, on s'attend donc à un taux de survie des hommes très élevé et un taux de survie des femmes très faible. Un autre modèle consiste à supposer que les passagers des classes aisées vont se voir réserver des canaux de sauvetage. J'ai appelé cela de la plutocratie. Cette fois, dans le modèle de la plutocratie pure, on obtient des taux de survie uniquement corrélés à la classe des passagers. Le troisième modèle sur le banc de test, c'est le modèle gynocentrisme. Dans ce cas, on suppose que les hommes se sacrifient pour sauver les femmes du bateau, et on attend donc l'exact symétrique du cas patriarcat, avec des femmes qui survivent et des hommes qui meurent en grand nombre. Les modèles patriarcat et gynocentrisme peuvent d'ailleurs être affinés avec le modèle plutocratie. Je vous propose donc deux autres prédictions, où il y a une petite dose de plutocratie en plus du patriarcat ou du gynocentrisme. Maintenant, observons ce qui s'est effectivement produit. Là, on a les données réelles. Cette observation semble valider le modèle gynocentrisme plus plutocratie. Le seul modèle qui est vraiment dans les choux, c'est celui du patriarcat. Alors, je sais d'avance que je vais avoir droit aux habituels commentaires pour me dire que j'ai mal compris la théorie féministe et que les rôles de genre expliquent ceci via l'inconscient et la notion de rôle de genre, etc., etc. Et que, en fait, ça fait partie de la domination des hommes sur les femmes que de les protéger en cas de danger. Mais du coup, j'ai envie de poser la question, si le patriarcat protège les femmes, à quoi sert le féminisme? Le cas particulier du Titanic n'est même pas une anomalie statistique. Ce comportement-là, en fait, on le retrouve dans la plupart des conflits. Donc je vous donne deux exemples. Alors le premier, c'est un conflit de la guerre du Kosovo. Donc c'est en gros ce qui s'est passé en Bosnie dans les années 90. Et vous constaterez que la grande majorité des décès dans les civils, ce sont des hommes. Alors quand je dis la grande majorité, c'est qu'on est entre 75 et 80%. Du côté des militaires, on est clairement au-dessus de 99%. Voilà. Et le deuxième exemple que j'ai envie de vous donner, c'est celui du conflit de la bande de Gaza et de ce qui s'est passé en Syrie en 2014 et 2015. Et là, on retombe sur en fait le même constat, avec des chiffres qui sont étonnamment proches de celui de la Bosnie. C'est-à-dire, si on prend les hommes et les garçons d'un côté, on arrive à peu près à 76% des victimes, et les femmes et les filles à environ 24%. En période de crise, on peut assez facilement comprendre pourquoi
il y a un intérêt pour le groupe à sauver plus de femmes que d'hommes. C'est ce qui se passe typiquement pour le Titanic. On peut se dire, si on devait sauver uniquement un petit groupe de personnes, on sauverait en priorité des femmes, parce que les femmes peuvent avoir des enfants et donc perpétuer le groupe. J'ai quand même l'intuition que ces lois restent vraies aussi dans les temps de paix, et que la vie d'une femme vaut 3 à 4 fois plus que celle d'un homme dans les deux cas. Je ne peux pas faire la démonstration de ce point, mais je pense que c'est une intuition intéressante. Alors je peux vous donner quelques exemples. Il y a bien sûr le fameux cas des foyers pour hommes battus versus les foyers pour femmes battues. Je pourrais parler des financements de la lutte contre le cancer de la prostate comparé à la lutte contre le cancer du sein. On a un facteur 2, voire 3. Et même au niveau de la représentation médiatique, combien d'articles voyons-nous en moyenne sur le viol des hommes ou sur les hommes battus? Eh bien beaucoup moins que ce qu'on voit sur l'inverse. Alors je mets de côté la question de savoir s'il y a une symétrie, etc. Mais quand, selon les données de l'enquête cadre de vie et sécurité, on a 80 000 hommes qui sont victimes de violences conjugales sous une forme ou une autre par an, on pourrait s'attendre à avoir un peu plus que 3 articles par an sur le sujet. Dans mes brèves recherches, pourtant, et c'est ça qui est amusant, la totalité des articles vous explique que les femmes sont sous-représentées dans les médias. À quoi j'ai une réponse simple, les femmes peut-être, mais les problèmes des femmes, clairement pas. Et le plus amusant, c'est que l'article Wikipédia qui parle de cette question tente à le démontrer sans le vouloir. Alors, on nous y explique bien sûr que les femmes sont sous-représentées, mais curieusement, le paragraphe dédié à la place des femmes est beaucoup plus long que celui dédié à la place des hommes. Et vous allez rire, mais on retrouve à peu près les mêmes proportions que d'habitude, c'est-à-dire 75-25%. Ce que j'essaie de vous faire percevoir, c'est l'immensité du décalage entre ce que nous disent les grands médias, à savoir que les femmes sont les premières victimes d'à peu près tout et n'importe quoi, et la réalité des faits, qui est que le statut de femme protège. Protéger et sauver en priorité des femmes relève presque de l'instinct naturel, et ça n'a pas d'équivalent féminin, et ça n'en aura jamais. Aucune femme ne se sacrifie pour protéger ou sauver un homme, et ça ne sera probablement jamais le cas. Tout au plus, elle sauve ses enfants à elle. Enfin ça, c'est ce que nous croyons tous au premier abord, mais si vous reprenez les statistiques du Titanic, vous constaterez que les enfants ont été sacrifiés au profit des femmes. Je précise que ce sont surtout les enfants de 3e classe. En première et seconde classe, visiblement, on avait les moyens de sauver à la fois les femmes et les enfants. Et c'est aussi le cas dans les pertes de civils en période de conflit. À chaque fois, les enfants sont davantage tués que les femmes. Et encore une fois, on peut se demander si le sacrifice des enfants au profit des femmes reste d'actualité. Alors, si j'étais d'humeur taquine, je pourrais ressortir le dossier de l'avortement. En l'absence d'un cas de force majeure, c'est l'exemple type du primat du droit de la femme sur celui du potentiel enfant. Mais je vais prendre un autre exemple à peine plus consensuel. Aujourd'hui, dire d'une femme que c'est une mauvaise mère est considéré comme abject. Les féministes travaillent activement sur ce point-là, c'est-à-dire qu'on préfère avoir des enfants maltraités ou mal éduqués que de responsabiliser ou de critiquer leur mère. D'où notamment le tabou à parler de certaines mamans solo et de la manière dont elles élèvent leurs enfants. Prenons aussi les fameux féminicides dont on nous parle à longueur de temps. Eh bien, vous seriez surpris d'apprendre que pour 120 meurtres annuels de femmes en moyenne, on a un peu plus de 70 meurtres d'enfants annuels, le tout dans une indifférence quasi totale. Et encore, c'est en utilisant des hypothèses assez prudentes sur les néonaticides, parce que certains experts pensent qu'on sous-estime le phénomène d'un facteur 2, voire 3. Et au passage, ces meurtres d'enfants sont principalement commis par des femmes, qu'on essaye même parfois de déculpabiliser en utilisant si j'applique le modèle Titanic au monde, j'obtiens comme conclusion que la vie d'une femme vaut 3 à 4 vies masculines et que la vie d'un enfant vaut 2 vies masculines environ. Je ne dis pas que ce modèle est une description parfaite de la vraie vie.
mais je suggère que l'intuition n'est pas fausse. Et c'est cette intuition qui nous explique le gynovictimisme. Si vous voyez autant d'articles parlant de femmes victimes, ce n'est pas parce que les femmes souffrent effectivement 3 à 4 fois plus que les hommes, mais que leurs souffrances sont 3 à 4 fois plus importantes au regard de la société. En fait, et dans une très grande mesure, les problèmes des hommes indiffèrent profondément la société dans laquelle nous vivons. Le plus souvent, ces problèmes n'intéressent la société que parce que les hommes ne sont pas assez performants et qu'indirectement, des femmes en souffrent. Ce n'est pas parce qu'il y a des centaines d'articles où des féministes pleurent qu'on ne parle pas des problèmes des femmes qu'on ne parle effectivement pas des problèmes des femmes. En fait, c'est même l'inverse, c'est bien parce que la société s'intéresse profondément aux problèmes des femmes qu'un mouvement dont les revendications sont aussi médiocres que celles du féminisme contemporain arrive à avoir une place dans un gouvernement. Dans un monde normal, on rirait d'une Marlène Schiappa sans lui donner de fonction gouvernementale. Si on le fait, c'est grandement parce que l'instinct de Monsieur Tout-le-Monde est de s'intéresser infiniment plus au sort des femmes et de les protéger. Et puisque j'ai vu passer une quantité hallucinante d'articles pour me dire que les femmes sont les premières victimes du coronavirus, alors qu'on sait tous que au niveau des taux de mortalité, ce sont principalement des hommes qui sont morts du coronavirus, eh bien je vais me permettre de faire une réponse à Marlène Schiappa sur ce point dans une vidéo dédiée